Alors, docteur Plantet, il faut d'abord faire une mise au point, si j'ose dire. On va parler de questions de l'ordre de la santé, de l'hygiène alimentaire. Et relativement brûlante. Voilà. Mais il est évident que vous venez là exclusivement pour me présenter l'état de la question. Et qu'il ne s'agit pas de consultation médicale à distance, il ne s'agit pas de recommandations, on ne va pas vous apporter c'est un exposé théorique. La panacée, ni rien, c'est pas l'objet, c'est un exposé théorique sur la façon dont fonctionne le système. Et la première question, puisqu'on va parler d'hygiène alimentaire, et des maladies liées, du monde civilisé. Les maladies liées donc à l'alimentation, ou prétendument liées à l'alimentation. Je voudrais lire un bout de texte que je republie dans le livre-journal qui vient de sortir ce matin, et que j'avais déjà publié il y a très longtemps, mais à l'époque on avait beaucoup moins d'abonnés, et je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ce texte. C'est le texte d'une conférence qui a été donnée par Rudolf Steiner, le 13 janvier 1923 à Dornach. Alors, je signale à mes amis anti-gnostiques que c'est pas la peine de téléphoner pour dire que Rudolf Steiner est l'incarnation de Méphistophélès. Tout ça, on le sait. Mais enfin, voilà quand même ce qu'il écrivait, ce brave homme, ce qu'il disait en 1923. Imaginez qu'il prenne au bœuf l'envie de se dire « J'en ai assez de me promener et de faire qu'arracher ces herbes. Un autre animal pourrait le faire pour moi. Je vais de ce pas manger cet animal. » Voyons, le bœuf se mettrait donc à manger de la viande, il est pourtant capable de fabriquer lui-même de la chair, il dispose des forces qui lui permettraient de le faire. Que se produirait-il donc si au lieu de végétaux, le bœuf se mettait à manger de la viande? Toutes les forces qui pourraient produire de la chair en lui se trouvaient donc désœuvrées. Prenez n'importe quelle usine devant produire une chose quelconque et supposez que vous ne produisez rien, mais que vous mettiez toute l'usine en marche. Imaginez un peu le gaspillage de force qu'il pourrait y avoir. Une force considérable serait donc gaspillée. Or, messieurs, la force qui est gaspillée dans le corps de l'animal ne peut pas se dissiper comme ça. Le bœuf déborde de cette force, elle fait en lui autre chose que transformer en matière carnée les matières végétales. Cette force demeure, elle est bien là, elle agit autrement en lui, et ce qu'elle fait produit en lui toutes sortes de déchets. Au lieu de chair, ce sont des substances nuisibles qui sont fabriquées. Le bœuf se remplirait donc de toutes les matières nuisibles possibles s'il se mettait soudain à être carnivore. Il se remplirait notamment d'acide urique et d'urate. Or, l'urate a quant à lui des habitudes particulières. Les habitudes particulières de l'urate sont d'avoir un faible pour le système nerveux et le cerveau. Si le bœuf mangeait directement de la viande, il en résulterait une sécrétion d'urate en énorme quantité. L'urate irait au cerveau et le bœuf deviendrait fou. C'est très fort, ça. En 1923, Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, avait prophétisé scientifiquement la maladie de la vache folle. Il faut savoir, pendant que vous lisiez le texte, je pensais que un des grands progrès dans le traitement de la maladie maniaco-dépressive bipolaire, c'est les oscillations d'épisodes de dépression, d'euphorie. D'excitation, d'euphorie. Un des grands progrès, c'est le traitement à base de lithium. Or, c'est un Australien dont tout le monde a oublié le nom, bien entendu, le véritable inventeur, qui a mis au point le traitement sur la base que les urates étaient des facteurs déclenchants des maladies mentales. Et il a donc essayé le lithium, qui sous le nom en France de litiné du docteur Gustin, par exemple, dans toutes les bonnes familles, était un uricosurique. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé que le lithium stabilisait, et notre ami Rudolf Steiner avait 25 ans d'avance en raisonnant uniquement sur les principes. Sur les principes. Et vous voulez dire qu'à propos des litinées, les fameuses litinées du docteur Gustin, dont j'ai fait mes délices pendant des années, parce qu'on n'avait pas de fric pour acheter de l'eau minérale gazeuse, ça a un effet sur la santé mentale. Ah, c'est clair. Il est évident que le peu de lithium la quantité de lithium qu'il y avait dans l'idée du docteur Gustin stabilisait le système nerveux central. C'est la même chose. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas devenu complètement fou, alors. C'est vrai, c'est possible. C'est pour cette raison d'ailleurs que, par exemple, on a découvert qu'à San Antonio, une petite ville du Texas, vous voyez, qui n'est pas très loin de Davy Crockett, les habitants sont réputés pour un caractère joyeux, affable, etc. Et on s'est aperçu que les sources à San Antonio contenaient une quantité de lithium considérable. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Mais alors comment ça fonctionne techniquement? Alors personne ne sait exactement, mais le plus vraisemblable, c'est que la cellule humaine fonctionne comme un accumulateur avec du sodium et du potassium. Quand la cellule parle,
sel rentre dans la cellule. C'est donc comme une usine marémotrice. Il y a une vague de sel qui rentre. Et il ne faut pas qu'elle y reste, parce que quand elle y reste, c'est la mort. Ça doit être donc rejeté par des pompes. Et ensuite, le potassium reprend la place et ça établit l'équilibre électrique. Apparemment, le lithium, qui est juste à côté du sodium dans la classification périodique des aliments, modifie les potentiels d'action, modifie l'électricité du neurone et le rend moins excitable. À ce moment-là, en substituant au sodium le lithium, on a une moindre probabilité que les cellules parlent. Et quand il y a un cross-talking de 200 milliards de cellules, c'est là que ça peut donner des choses... Tout le monde parle en même temps. Voilà. Alors là, ça provoque des très mauvais. Des divagations. Très mauvais pour la santé. On veut acheter des avions, sortir nu dans la rue, etc. Il y a d'autres possibilités, d'autres qui font intervenir la sérotonine, des neurotransmetteurs, des prostaglandines et machin, mais celui-ci est le plus simple et probablement le plus proche de la réalité. Alors on rentre vraiment dans le cœur du sujet tout de suite parce que ce qu'on voit, ce que je crois comprendre à travers cet exemple du lithium, qui est un produit de base vraiment élémentaire, c'est tout à fait banal, c'est que en fait on a l'impression qu'on a artificiellement compliqué les traitements qu'on pourrait économiser par une hygiène de vie simple. C'est clair. L'axe central de réflexion, c'est sur les maladies, la principale peste, qui sont les maladies cardiovasculaires, le cancer et les allergies, qui sont, si vous voulez, pour connaître les mots qui nous accablent, il faut connaître le nom des grands instituts américains de recherche, National Institute of Cardiovascular Disorders, etc. Les maladies cardiovasculaires type mort subite, celles que tout le monde craint, l'infarctus du myocarde, étaient pratiquement inconnues avant la guerre de 14. Le professeur Paul Dudley White, qui était une des gloires de la cardiologie américaine, qui était le cardiologue personnel du président Eisenhower, et qui en plus était un ami du Padre Pio, parce qu'il avait assisté à un très grand congrès à la Casa Solaveria de la Sofferenza, à l'hôpital de... Professeur White dit... Il dit que jusqu'à la date de... Je voudrais vous donner des chiffres très exacts. Jusqu'en 1927, c'est-à-dire il a commencé à exercer la médecine en 1920, jusqu'en 1927, il n'avait pas vu un cas d'infarctus du myocarde. À partir de 1927, avant 1920, l'infarctus du myocarde était rarissime. Et surtout, il faut ajouter, les gens se gorgeaient de beurre, de lard, chez nous, de saindoux, de rillettes, de machin, de patins, de couffins, etc. Et il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de sous-vide. Ça, on en reparlera parce que c'est Paul Dudley White dit quel est le mystère qui est apparu pour qu'on observe une montée à une vitesse absolument invraisemblable de ces infarctus du myocarde, et d'autant plus étrange que plus les multinationales pharmacologiques développaient des médicaments, et plus la maladie tuait. C'est-à-dire qu'on a observé aucun ralentissement dans le développement des maladies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, il faut revenir aux chiffres dont on parlait ensemble autrefois, c'est-à-dire le gain réel de durée de vie. Ça, on va en parler parce que c'est spectaculaire. Mais à propos des maladies cardiovasculaires, il y a quand même... Donc, Dudley White dit jusqu'en 27, c'est très 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 rare. Rarissime. Et puis à partir de 1927, donc date précise. Voilà, c'est ça. Ça augmente dans des proportions extraordinaires. Extraordinaires. Et mais alors il pose la question. Lui demande d'où cela peut-il venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on approche une explication? Alors, vous savez que l'explication politiquement, scientifiquement correcte depuis 1950, c'est d'incriminer le cholestérol et le régime alimentaire. Vous dire, on dit toujours, il y a hypercholestérolémie, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça. Cholestérolémie, donc un excès de cholestérol dans le sang qui provoque des plaques dans le système veineux et artériel, lequel se ferme et provoque des maladies. Alors, il faut savoir quand même que les plaques en question, elles ne comportent que 0,5% de cholestérol. Tout le reste, c'est du calcium,
des sérosides, un peu de triglycérides et de la fibrine. Triglycérides, ça, c'est l'alcool. Hein. Oui, enfin, l'alcool. On dit que c'est les médecins quand ils vous trouvent des triglycérides. Oui, ça veut dire que l'organisme a du mal à traiter, voilà. Non. Mais la plaque d'athérome elle-même comporte une très modeste fraction de cholestérol. Tout le reste c'est du calcium. Or, du calcium, c'est-à-dire du lait, des yaourts, quoi, de la pierre. Hein. Or, la tendance actuelle, il suffit d'aller faire un tour dans les grandes surfaces, c'est une consommation exagérée de lait, qui est un sujet de l'État, celui dont il faudra parler, parce que ces laits sont trafiqués comme c'est pas possible, et que vraisemblablement le lait n'est pas un aliment qui est fait pour l'être humain. Le lait est fait pour engraisser les veaux. Hein, il n'est pas fait, qui engraisse effectivement extrêmement vite puisqu'ils prennent 500 kilos 500 kilos en un an, alors que chez l'enfant humain c'est bien moindre. Et les animaux eux-mêmes, les laitiers, ne consomment pas leur propre lait, hein, pas plus que les animaux les plus puissants, comme disait un auteur américain dans le Journal of Pediatrics. Ni le taureau, ni l'éléphant, ni le cheval, qui sont quand même des animaux costauds, il dit, j'ai rarement vu, sinon jamais, un cheval boire un verre de lait. Oui. I seldom seen a horse drinking, voilà. Hein. Bon, mais voilà. C'est vrai que c'est pas, même dans les cirques, c'est assez rare. Alors, on a bien l'impression, je relisais avant de venir le Goodman et Gilman, qui est la Bible de la pharmacologie américaine, sur le chapitre des hyperlipémies et de leur traitement. C'est assez extraordinaire parce que sur les budgets engagés, sur les milliards de dollars gagnés par les multinationales, sur ce lavage de cerveau colossal sur les médecins dont je suis persuadé que 99% seraient incapables de dessiner la formule développée du cholestérol. Hein. Cette espèce de gigantesque campagne où dans le bouquin ils disent il faut absolument traiter, avoir une attitude agressive. Les résultats du traitement occupent une demi-page. Hein. Une demi-page, même pas quoi. Hein. 3/5 de la page, fondée essentiellement sur une étude scandinave douteuse, et la première phrase du chapitre dit « Il n'est pas possible pour le moment de donner un avis sur l'effet à long terme de ces traitements ». Par contre, dans les effets secondaires, vous avez beaucoup plus de données. Je voudrais qu'on revienne, c'est très important, il faut que ça soit parfaitement clair. Donc, le cholestérol qui est incriminé dans les cas d'obturation des vaisseaux sanguins n'est responsable que de 0,5% de la matière obturante, exactement. Et le reste, donc 95% c'est du calcium, et le reste des sérosines, de la fibrine et des triglycérides et quelques bricoles. Et donc, sur les 95% de calcium sont apportés à l'organisme par les laitages. Oui, alors, parallèlement, on vous dit, là on diverge un peu, mais enfin on est obligé, le sujet nous impose de passer un peu du coq à l'âne. Hein. Parallèlement, on vous encourage à vous bourrer de lait pour lutter contre l'ostéoporose, ce qui est déjà hyper douteux. Parce que les femmes japonaises qui ne boivent pas 1 millilitre de lait ont le taux de fracture d'ostéoporose le plus bas du monde. Hein, et que vraisemblablement, le calcium qu'on donne par litre entraîne une dégradation du calcium parce que la régulation du système calcique est extrêmement subtile, elle est réalisée par les glandes parathyroïdes, et quand il y a trop d'un excès, l'organisme est un système qui est tout le temps en train de corriger les déséquilibres. Quand il y en a trop, l'organisme va réagir en sécrétant ou en stoppant une hormone pour entraîner un état d'hypocalcémie. Et en même temps, c'est-à-dire de manque de calcium. En même temps, le calcium est lié par un rapport très étroit avec le magnésium, et la moindre modification de ce rapport est capable d'avoir des répercussions considérables, notamment sur des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans les secrets les plus profonds de la matière. Autrement dit, les produits qu'on achète comme ça, voire au supermarché, le calcium, le lait, etc., ou dont on a l'impression que c'est un remède banal, hein, toutes ces gélules qui traînent à droite à gauche, modifient fondamentalement des processus dont on n'a pas idée. Modifier l'acétylcholine, c'est changer une substance qui est presque mystique. Hein. Donc en fait, les conseils diététiques actuels, c'est absolument n'importe quoi. Surtout que le lait lui-même a subi des transformations dont on pourra reparler une fois qu'on aura développé un peu cette question du cholestérol.
il faudrait peut-être rappeler, parce qu'on a vraiment l'impression, quand les patients disent j'ai pas de cholestérol, que c'est comme un microbe. Oui, absolument. Oui, alors, justement, la question que je voulais vous poser à ce moment-là, c'est vous avez parlé de l'acétylcholine en disant c'est une substance presque mystique. Oui. On sait, parce que vous êtes déjà venu dans cette émission et qu'on en a déjà parlé, que vous avez un regard de croyance sur la médecine, et que donc, pas seulement sur la médecine, mais sur les phénomènes de la vie, et que donc je crois qu'on peut dire qu'il est assez invraisemblable que les phénomènes de la vie soient fondés, laissent la place avec l'accord du créateur à des choses aberrantes. Bon. Alors ma question c'est, si le cholestérol c'est aussi mauvais que ça, pourquoi le bon Dieu laisse-t-il le cholestérol rentrer dans le corps? Il suffit quand même pour résoudre la question, et comme toujours les évidences sont tellement aveuglantes que c'est comme si on vous nous disait que l'air qu'on respire est pas bon parce qu'il fait gonfler les poumons. Le cholestérol, c'est une molécule qui, d'une part, constitue presque entièrement le cerveau, en rentrant dans les phosphatidylcholines, donc c'est une molécule absolument fondamentale. Deuxièmement, c'est un tracteur de molécules, c'est-à-dire que le cholestérol, c'est comme un groupe de transport qui va chercher à la périphérie certaines substances et les amène au centre. Troisièmement, le cholestérol, c'est un cycle stéroïdien, le cycle cyclopentanophénylantrénique, c'est celui de toutes les hormones, mâles, femelles, et des hormones de la corticosurrénale. La cortisone, c'est un cycle hormonal apparenté au cholestérol. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Les yeux sont des boules de cholestérol. Et le cholestérol fabrique les sels biliaires, ce qui a une importance énorme. Et moi j'ai vu beaucoup de patients traités par des médicaments qui font baisser le cholestérol ayant eu l'ablation de la vésicule biliaire. Parce que le cholestérol est un élément tellement important pour l'organisme qu'en fait il dépend très peu de l'alimentation. Il est fabriqué par le foie à partir de 13 molécules d'acétate, et il y a tout un système. Et le cholestérol, fonction très importante, donne la fluidité aux membranes cellulaires. C'est-à-dire c'est une graisse qui permet aux membranes cellulaires d'être fluides, et cette fluidité est un des caractères essentiels de la longévité. Autrement dit, si vous voulez, dans le cadre d'expérimentation pointue, évaluer la qualité d'un cerveau, voir à quel état de vieillissement il est, on mesure avec des sondes biochimiques la quantité de cholestérol et la souplesse des membranes cellulaires. Et ce qui est étonnant, c'est que d'une part, dans les maladies où il y a vraiment le cholestérol bas, comme l'ataxie de Friedreich, les gens sont paralysés, ils ne bougent pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai repéré dans la série de réactions chimiques qui conduisent depuis l'acétate jusqu'au cholestérol, il y a une étape. Il y a un produit qui apparaît dans la synthèse, c'est la formule du caoutchouc synthétique. C'est quand même extraordinaire. C'est un clin d'œil du créateur. Il dit, vous avez vu, je vous ai rendu souple comme ce que j'ai mis dans les VA. C'est avec 3 fois rien. Le créateur fabrique n'importe quoi. C'est comme disait Joseph de Maistre, là, je crois qu'on en parlait l'autre fois, il disait pour se représenter la biologie humaine, il faut penser à une horloge dont tous les ressorts, les rouages changeraient tout le temps de forme et de position, mais qui donneraient tout le temps leur juste. C'est pour ça que sur 15 millions d'expérimentations, vous avez 15 millions de résultats divergents. Non, mais pour revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, moi qui suis un gros consommateur de journaux féminins, j'ai lu 50 000 fois dans les journaux féminins l'explication qu'attention, il y a le cholestérol, il ne faut pas se tromper, il y a le bon cholestérol, puis il y a le mauvais cholestérol. Alors ce qu'il faut faire baisser, c'est le mauvais cholestérol, mais il faut garder le bon. Alors, ceci repose sur des notions purement statistiques. C'est-à-dire qu'on a mesuré le cholestérol dans le sang de gens qui avaient des risques cardiovasculaires, et avec des manipulations statistiques, vous arrivez effectivement, vous arrivez aussi avec un raisonnement comme ça à dire quand il y a des hold-up, on trouve des gendarmes. Donc il y a les mauvais gendarmes qu'il faut faire disparaître. Et les bons gendarmes, c'est ceux qui désincarcèrent les voitures, par exemple. Parce que le cholestérol à basse densité, si c'est peut-être le mauvais cholestérol pour la firme Trucmuche qui vend ses produits par centaines de millions de machins, mais dans l'organisme, il a un rôle très important, que vous lisez dans les gros traités de 1500 pages en anglais et en allemand. Mais cela dit, quand on prend 2 groupes de 1000 personnes, et qu'il y a un groupe auquel on fait suivre un régime à bas taux de cholestérol, et un autre groupe qu'on bourre de Saint-Doux et tout, il y a 50 fois plus de crise cardiaque là que... Unfortunately not. Alors là, il y a quelques histoires qui seraient rigolotes si elles n'avaient pas entraîné la mort de personnes, comme c'est que c'est jamais très drôle. Un des plus intéressants que parmi ce que j'ai trouvé,
Alors, avant d'introduire ça, je voudrais citer des propos du Sergeant Captain Cleave, qui était directeur de British Research of Medicine. Qui dit c'est quand même. Il n'y a qu'en Angleterre que le directeur du service de recherche est un capitaine. Ah oui, c'est très britannique, indeed. Alors il dit, c'est quand même, il a dit, it's the most ludicrous things, la chose la plus grotesque au monde, c'est d'expliquer une maladie moderne par un régime qui a 4000 ans d'ancienneté alimentaire et qui n'a rien donné jusqu'en 1920, enfin jusqu'en 1927. C'est-à-dire, on vous explique les morts de maintenant par l'emploi de graisse animale pour lequel le corps humain est fait, il est designed for, il est construit pour s'alimenter avec ces substances, et brusquement, à partir de l'année 1927, ce régime devient épouvantable et il faudrait le remplacer par des huiles végétales qui étaient indisponibles à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les presses hydrauliques. Alors, il dit, comment vous allez expliquer qu'on dépend d'un facteur qui n'existait pas pendant 2000 ans, à l'époque où les gens étaient en pleine santé? Mais c'est-à-dire que, c'est peut-être aussi le système qui veut ça, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de graisse végétale, les hommes mangeaient des graisses animales. À partir du moment où les graisses végétales sont apparues, le créateur, dans sa grande mansuétude pour les industriels de la graisse végétale, a décidé que les graisses animales allaient provoquer des maladies. C'est pas vraisemblable. Ça me paraît un peu capillotracté, comme on disait dans l'armée. Mais je voudrais vous citer un exemple qui est à propos des groupes de comparaison qui est assez extraordinaire. J'en ai 3 là à vous citer. Le premier, c'est les Irish Brothers, c'est-à-dire une très grande famille irlandaise dont une partie est restée au pays et une autre partie a émigré vers Boston. Et donc, c'est tout à fait le genre de dispositif expérimental dont raffolent les chercheurs américains, parce que c'est très mathématique, très statistique, etc. Alors donc, au pays, dans l'île, ils continuaient whisky, patate, eggs and bacon and whatever, etc. Et là-bas, ils utilisaient ce qu'ils appellent the prudence diet, c'est-à-dire low fat, low cholesterol. Pas de graisse, pas de cholestérol. Résultat, la mortalité était 8 fois plus importante aux États-Unis que chez les Irlandais restés au pays. Alors le deuxième exemple, c'est triste. C'est triste, mais le deuxième exemple, c'est l'exemple du docteur Joliffe, partisan du dogme des huiles polyinsaturées qui ne sont pas les oméga 3, c'est-à-dire c'est le maïs et le tournesol, le soja, etc. Donc, persuadés de détenir la vérité autant qu'ils la détiennent pour bombarder les Serbes, ils mettent au point 2 groupes. Comme d'habitude, un groupe de contrôle, les gens mangent ce qu'ils veulent, et un groupe qui a la Prudence Diet du docteur Joliffe, etc. Et effectivement, le groupe traité voit son cholestérol baisser. C'est pas grandiose, ça passe de 2,45, ce qui est un chiffre qui était, quand j'étais externe, c'est tout à fait banal, à 2,25. Alors, donc, les types sont fiers comme tout. L'ennui, c'est que dans le groupe tétré, il y a 8 morts, enfin, il n'y a que des morts, et le groupe de contrôle, qui tous les matins se tape ses eggs and bacon, pancakes, etc., pas de morts. Voilà. Ensuite, il y a l'expérimentation de Rosa, un petit bled près de Philadelphie, je crois, peuplé à 100% d'Italiens, ayant gardé la cuisine, enfin, vous connaissez comme moi la cuisine italienne, c'est pas uniquement de la salade de concombre, quoi. Bon. Et la différence de mortalité entre ces Italiens et les Américains du coin était également colossale. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens à l'expérimentation de Jolivet, parce que c'est extraordinaire, ce truc-là. On lui dit alors, il dit oui, mais c'est parce que on n'a pas eu assez de sujets. Si on avait eu 1 million de sujets, on aurait prouvé qu'on avait raison. Là, ça me rappelait l'histoire du commerçant qui perd sur chaque article, mais qui se rattrape sur l'ensemble. Sur la quantité. L'ennui, c'est qu'ils ont commencé cette expérimentation, mais le professeur Joliffe est mort d'une crise cardiaque. Voilà. C'est une mauvaise publicité pour son truc. Et ainsi qu'un autre, hélas, le pauvre, le docteur Pritikin, qui avait, à l'époque où j'étais aux États-Unis, il avait mis au point un régime célèbre avec 7% de corps gras. Les gens maigrissaient. Et Pritikin est mort d'une leucémie compliquée de cancer, et ça faisait très longtemps, qu'on sait qu'un cholestérol bas est un facteur de risque cancéreux, notamment du côlon, et d'état dépressif. N'empêche que jusqu'à sa mort, cet homme-là a fait... Alors c'est affreux, mais l'auteur d'un des livres que j'ai lu dit il a maintenant les artères les plus clean de tout le cimetière. Enfin, ça m'a paru un peu dur, que Dieu ait pitié de son âme, mais
des expérimentations comme ça, on pourrait en aligner sans arrêt. Une très bonne preuve, c'est que dans le Goodman et Gilman dont je vous parlais tout à l'heure, le chapitre sur la preuve, there is a need for aggressive treatment. Il faut être agressif, dit l'auteur des lignes. Or, il ne propose qu'une seule expérimentation d'un médicament qui s'appelle la lovastatine. Et la première expérimentation qui avait eu lieu en Finlande, parce que les Américains aiment bien expérimenter les chez eux. Ouais. Et il y avait eu donc, ça portait sur 5000 personnes, il y avait eu plus de morts dans le groupe traité que dans le groupe non traité. Pas beaucoup plus, mais plus quand même. Et ça avait entraîné une controverse considérable dans le journal, qui a échappé à beaucoup, parce que la controverse était dans la partie des lettres à l'éditeur, qui sont dans un anglais plus difficile, et que les gens ne lisent pas en général, parce que c'est pas des tirés à part. Et dans ces lettres à l'éditeur, il faudrait toutes les traduire en français, où il y avait des professeurs de faculté qui disaient vous êtes complètement fous, quoi. Vous allez bloquer des molécules sans avoir la moindre idée de ce que ça peut avoir comme conséquence, parce que il faut savoir que les chiffres de cholestérol, quand vous voyez arriver les chiffres, quand on fait une prise de sang au patient, vous voyez, pareil, c'est un laboratoire normal, 2 ou inférieur à 2 en milligrammes par litre. Et à côté, il y a marqué consensus international. C'est-à-dire qu'on a fait voter des gens. C'est incroyable. Moi, quand j'étais externe, à 2,80 grammes, tout le monde s'en foutait. Il y avait des vieillards provençaux et parisiens qui, à 92 ans, comme m'avait dit je sais pas qui, l'ami Louis, ça devait être un bloc de cholestérol qui à la tête. Tout le monde s'en foutait. Et progressivement, ces chiffres ont été baissés, parce que si vous devez traiter les gens à partir de 2 grammes, c'est tout l'Occident que vous traitez. Donc les marchés sont absolument gigantesques. Ah, c'est ça, voilà. J'allais les vous dire, marchés sont gigantesques. On sait par exemple que, on reviendra toujours à ces histoires d'acides gras marins. On sait que dans les îles à Okinawa, chez les Esquimaux, il y a surtout chez les Esquimaux, en Crète, comme l'a montré Serge Renaud, dans le midi de la France, en Italie, et même dans l'ensemble de la France meurt beaucoup moins de maladies cardiovasculaires pour le moment que les États-Unis. C'est ça en commune mesure. Et ces travaux ont montré que c'était justement la qualité des graisses qu'ils avaient, qui était supposée être nocive, qui les protégeait. On tenait donc là la clé du mystère, on la tient toujours, c'est évident. Mais il est quand même extraordinaire que le produit qui était sur le marché, dont on sait qui sauve la vie. Moi, j'ai vu les triglycérides diminuer de 80% en 5 jours, comme ça. Ce produit n'est plus remboursé par la sécurité sociale. C'est hallucinant. Alors que c'est des petites gélules d'oméga 3. Voilà, enfin, voilà, je ne veux pas dire le nom de la spécialité, mais enfin, c'est des oméga 3 avec de l'acide icosapentaénoïque. Enfin, il y en a 2 dedans. Tandis que on vend ou on laisse vendre les margarines, l'ensemble des margarines, c'est des graisses épouvantables, comme dit l'auteur d'un article toujours très humoristique en anglais, il dit « Oh, elles se conservent très bien, elles restent des années sur les étagères, elles se conservent même tellement bien que même les mouches et les microbes, ils n'osent pas aller dessus, ils n'y vont pas. » Alors il dit ça, on pourrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi ces choses sont toujours désertées, parce que c'est des substances détestable. Et les mouches et les microbes, on leur a pas dit qu'il fallait se débarrasser d'un préjugé ridicule et qui leur coûtait cher. Ils n'ont pas lu ils n'ont pas vu les pubs à la télé. Exactement. Alors, ces margarines sont apparues dans les années 50. Ça a été matraqué. Moi, je me souviens, j'étais gosse. Fantastique. On ne pouvait pas ouvrir un journal, on ne pouvait pas allumer la radio sans entendre débarrassez-vous d'un préjugé ridicule et qui vous coûte cher. Exactement. Et la femme moderne des années 50, si elle était moderne, il fallait qu'elle ait son paquet de margarine dans la cuisine. Autrement, si elle continue à manger du beurre acheté à la mode chez la crémière, c'est une arriérée. Alors que j'ai retrouvé un traité qui s'appelle Lipid Dysfunction, un livre des années 75, qui a été publié sous les auspices de Unilever, qui est quand même quelque chose de bien gras et bien gros, quoi. C'était hallucinant de voir ce qui est écrit dans ce livre. À cette époque-là, les gens ignoraient. C'est vrai que, en fait, dans l'alimentation, l'approche scientifique est très difficile parce que
Qui nous dit qu'on connaît tous les facteurs contenus dans les aliments? Personne. On en connaît quelques-uns, on en ignore probablement des milliers, et aussi leurs rapports réciproques, comme le calcium et le magnésium, qui sont des rapports qu'on ne peut pas toucher comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, prenez du calcium, ça va vous faire du bien, ça devient déjà de la médecine très difficile. Ces gens-là, considéraient dans le traité que les oméga 3 polyinsaturés, ça ne servait à rien, donc on pouvait les éliminer de l'alimentation. Le résultat, c'est que pendant des années, les enfants étaient nourris avec des laits de vaches non maternisés, extrêmement toxiques, parce qu'ils n'avaient pas les oméga 3 qu'on a découvert il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps qu'on sait que le lait de la femme contient ces oméga 3 qui changent tout, et qui notamment protègent les intestins de l'agression par les laits de vache homogénéisés et pasteurisés. Parce que le lait de vache, déjà, c'est pas tellement fait pour l'homme. Mais à l'époque, quand le lait de vache n'était pas pasteurisé, il y avait dedans des enzymes et des vitamines, ça limitait les dégâts. Et finalement, les gens consommaient pas mal, même dans des zones où on vit assez vieux. Première chose, la pasteurisation, donc, a commencé par détruire les enzymes. Quand il n'y a plus d'enzymes, le pancréas commence à souffrir beaucoup pour digérer le lait. Et ça a été, je crois que c'est Ziegler dans le Journal of Pediatrics en 90 ou dans le Lancet qui a montré que c'était un facteur pouvant déclencher des diabètes infantiles et des pertes. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Les références que je vous donne, elles sont entre 90 et maintenant. En médecine, il faut avoir à la fois des références très anciennes parce que souvent elles réapparaissent plus, comme les durées de vie, et puis les dernières références. On sait très bien. On sait très bien, par exemple, que ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'ostéoporose est une fonction inverse de la consommation de lait, et ainsi que les maladies cardiovasculaires. Quand vous dites on le sait très bien, qui le sait très bien? Parce que les auteurs qui publient, par exemple, le chiffre que je vous cite, où il y a dans l'ordre les Finlandais, les Scandinaves, les Serbes, les Français et les Japonais en dernier. Le taux des cancers et des machins diminue régulièrement jusqu'aux Japonais et aux femmes japonaises qui ont très très peu de fractures et qui vivent très âgées, alors que chez les Finlandais, il y a 40 fois plus de risques. Oui, mais et ça, c'est publié dans peut-être le Journal of Lipid Research. Voilà, ça, c'est pas lu c'est pas dans les kiosques et pas dans les gares. Or, dans les kiosques et dans les gares, en revanche, il y a des journaux féminins ou des journaux de santé, prétendument de santé, qui disent au contraire, pour les femmes qui commencent à avoir les premières manifestations d'ostéosporose, oui, il faut absolument manger beaucoup de laitage, manger des yaourts, boire du lait parce que c'est du calcium, ça renforce les os et autres balivères. C'est une niaiserie extraordinaire. Une fois de plus, les animaux les plus puissants ne tirent leur calcium que des végétaux. Le calcium le plus utile, c'est celui qu'il y a dans les noix, enfin au sens le plus général en anglais nuts, les amandes, les choses comme ça, les végétaux très verts foncé. Les mendiants, quoi. Voilà. Une fois de plus, et là par contre, il faut mettre en garde les gens dans ces suppléments alimentaires qu'on vend. Ou bien on est en assez bonne santé, on veut se la conserver. À ce moment-là, il faut s'alimenter correctement avec des aliments frais, produits, comme disait mon maître, le professeur Roudin, les aliments produits dans la saison où ils sortent du sol, suivant la saison, suivant les recettes du pays, en privilégiant les packs complets avec des huiles du Nord. Ça c'est capital, avec des fibres, c'est-à-dire des légumes, et puis l'ajouter comme facteur non spécifique, pas de stress et d'exercice physique. Là, avec ça, vous avez, hopefully, assez de vitamines, etc. Vous pouvez ajouter à ça, disons, une petite solution polyvitaminique banale, pas trop dosée. Mais dès qu'on rentre dans le domaine de toutes ces gélules qui abondent dans les officines pharmaceutiques, à partir de là, comment vous allez choisir entre le coenzyme Q10, l'extrait de radis noir, la bourdaine lyophilisée, le patin, le couffin, le machin, il y en a de partout, et ces substances sont d'une utilisation extrêmement difficile. Ces choses qui sont finalement galvaudées, comme la carnitine que vous trouvez, qui n'a aucun intérêt, elle est très chère, elle n'a aucun intérêt telle qu'elle est vendue. Dans la théorie, c'est une substance prestigieuse. On pourrait en dire autant de la dopamine, enfin de tous ces éléments-là. Donc, il n'y a, quand on s'adresse à la nutrition,
le moindre excès devient dangereux. Même boire 6 litres d'eau par jour, au bout d'1 mois, vous rentrez dans un état de déficience grave, parce que l'hormone antidiurétique est abîmée. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment, on commence à vivre comme les Américains. C'est-à-dire, les Américains, ils vont dans leur magasin de vitamines comme les animaux vont chercher des herbes dans les champs, tellement c'est pourri, quoi. Chez nous, ça devient comme ça, seulement, ça fait dépenser un argent fou, et c'est n'importe quoi. Alors, on a abordé le lait tout à l'heure et on est revenu à autre chose. Je voudrais qu'on revienne sur la question du lait, parce que ça, c'est central. Il y a, d'abord, vous l'avez dit, on voit dans les supermarchés se développer des linéaires interminables de lait de laitage, mais c'est incroyable. Ça devient maintenant de la folie avec des trucs mélangés, des chocolats, des fruits, des confitures, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça est mélangé avec du lait, avec de la crème, avec et généralement des laits lyophilisés, des laits homogénéisés, exactement, des laits pasteurisés, donc des laits complètement morts. C'est des laits morts et ce sont des laits très allergisants parce que le lait homogénéisé, toutes les molécules ont la même taille, donc dans les laits anciens, on voyait monter la crème, comme disaient les Canadiens, s'en faisaient des glaces en la mettant avec du sirop d'érable, etc. Donc les molécules lourdes s'en allaient, l'organisme absorbait ce qu'il y a dans le lait de léger, en quelque sorte, et les grosses molécules s'en allaient. Maintenant, c'est fini cette affaire-là. L'homogénéisation du lait fait que la paroi de l'intestin est agressée, que le lait rentre et pénètre dans l'organisme et va développer des réactions allergiques. Et comme en plus, il y a dans le lait, on a découvert des endorphines dans le lait, dans une qui s'appelle, si je me souviens bien, la 7-bêta-isomorphine ou un truc dans ce goût-là, qui vraisemblablement est responsable de l'avance de l'âge de la puberté en Occident, parce qu'elle a une... Tout ça, effectivement, c'est extrait de ce que je vous cite pas les pages des articles, mais enfin, c'est extrait de revues du top niveau scientifique. Là, ça doit être, je pense que ça a été publié dans Pediatrics ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, l'agression que subit, et c'est responsable de saignements. Je crois que c'était des dysménorrhées, alors. Des dysménorrhées, mais chez l'enfant, ça entraîne des saignements et des pertes occultes de fer. Et je crois que c'est des gens de la Mayo Clinic qui ont noté qu'en supprimant le lait chez les enfants qui avaient des anémies incompréhensibles, immédiatement, vous voyez les globules rouges remonter. Ouais. Donc alors comment est-ce qu'il doit bien y avoir une explication, en dehors de l'explication industrielle, au fait que... Parce que on pourrait imaginer des industriels qui lanceraient sur le marché des produits qui sont bons pour la santé. Oui, et les produits qui sont bons pour la santé, alors là c'est métaphysique, tout ce qui est bon pour la santé rancit à toute vitesse. La loi, c'est shelf life, la vie sur l'étagère. Ouais. La margarine, ça dure des années, et d'autant plus que même les... Alors les laits machins, les laits, ça c'est pareil, on peut les garder. Vous pouvez les garder extrêmement longtemps. Alors qu'avant un lait, quand on achetait le lait à la ferme, ça durait 2 jours. Parce que prenez le cas, par exemple, de l'huile de lin, qui est très chère à mon cœur, parce que c'est les travaux originaux de Roudine. L'huile de lin, fabriquée en France, comestible, qui est délicieuse, est vendue dans tous les pays d'Europe, sauf en France, où elle est interdite. Sous prétexte, et c'est une loi qui remonte à la Troisième République, alors personne ne sait pourquoi c'est comme ça. Par contre, les margarines, dont on sait que ça augmente le taux de mortalité. Parce que l'huile de lin, pardon, il faut dire quand même que quand elle rancit, elle devient toxique. Elle devient toxique, mais toutes les huiles fraîches, quand elles rancissent, deviennent toxiques. L'huile d'olive aussi. L'huile d'olive rancit, elle devient toxique. Bien entendu, et l'huile de noix aussi, et l'huile de noisette aussi, et l'huile de colza aussi. Seules des graisses saturées restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons qui peuvent s'unir à autre chose. C'est pour ça que les cochons ont été nourris avec du copra et des choses qui saturaient leur graisse et qui transformaient les graisses vitalisantes en graisses mortes. Dans un livre sur ces problèmes-là, un livre anglais des années 90, il est fait état de la disparition des traces d'eicosa pentaénoïque et de docosahexaénoïque, qui sont de grands acides, et de l'acide alpha-linolénique, qui est celui qui est dans l'huile de lin. Il n'y en avait plus dans les cochons d'élevage. Alors ça coïncide très bien avec les dates du professeur Dudley White. C'était exactement. Ce que je vous propose, il y a des questions, Victoria, ou il y en a des quantités. Bon, je vous propose de donner la parole aux auditeurs, les commentaires et questions. Vous répondez et puis on reprend après. Mais c'est tout mélangé. C'est comme vous aimez. Alors, d'entendre le docteur Plantet, une vieille amie,
revenant accablé d'une visite à son cancérologue, se sent ragaillardi. Merci, docteur. Un professeur de médecine que vous avez connu disait souvent « Il vaut mieux avoir du cholestérol dans le sang que dans les parois des artères ». Bien sûr, ce propos est paradoxal, plaisant, et peut-être rend-il compte d'une certaine vérité biologique. Les triglycérides sont-elles dangereuses ou comme le cholestérol ? Comme vous voulez, vous répondez. L'excès de triglycérides est certainement beaucoup plus dangereux que l'excès de cholestérol, ça c'est clair comme tout. En 1956, à Caudry, dans le Nord, les 4 médecins de Caudry avaient noté que pratiquement les gens avaient plus de 4 grammes de cholestérol dans le sang et se portaient très bien. Vous pensez qu'ils supportaient leur cholestérol car ils mangeaient beaucoup de betteraves rouges. C'est excellent. Émission passionnante mais très confuse. On ne sait plus ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Soyez gentils d'aller au bout de vos phrases et de bien indiquer ce que vous dénoncez, ce que vous préconisez. Avez-vous écrit un ouvrage ? Non. C'est dommage. Je sais pas beaucoup le réclament. Puisque le calcium conduit à l'infarctus, les Chinois qui ne boivent pas de lait sont-ils moins sujets à cette mort par infarctus ? Apparemment oui, comme les Japonais. D'ailleurs, il faut dire à ce propos qu'on bourre nos contemporains de calcium et que les médicaments qui luttent contre l'inflammation du myocarde sont la plupart des bloqueurs de calcium. Ils empêchent l'action du calcium à l'intérieur des cellules, ce qui est une fois de plus totalement paradoxal. Mais les médecins persécutent absolument leurs malheureuses clientes pour leur faire boire plus de lait. C'est de votre faute si vous avez de l'ostéoporose. Buvez du lait. Moi, j'accuserais pas les médecins parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de passer sa vie d'aller faire des doctorats et sciences, etc. Les médecins français sont sûrement probablement les meilleurs médecins de famille du monde, parce qu'il faut voir aussi, moi quand je parle des États-Unis, je parle des professeurs de faculté que j'ai connus, mais il faut voir la base aussi. Et dans les cas de la médecine est excellente dans les cas d'urgence. Quand vous avez un accident urgent, etc., la médecine est très importante parce que là, justement, elle utilise des méthodes naturelles. Dans un accident, qu'est-ce que vous faites ? Vous apportez de l'air, vous vérifiez que le cœur bat, vous apportez des aliments par une sonde intraveineuse, vous mettez une position correcte, vous réchauffez l'organisme ou vous le refroidissez. Donc, il s'agit d'une médecine hippocratique. Les victoires de la chirurgie cardiaque, c'est essentiellement dû à la qualité de la réanimation hydroélectrolytique. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a fait beaucoup réfléchir quand j'étais moi-même en chirurgie cardiaque. Donc, on ne peut pas reprocher, qu'est-ce que vous voulez, les médecins, ils travaillent jour et nuit, c'est un métier épuisant. Comment vous voulez qu'ils s'opposent quand ils entendent des autorités venir leur dire le calcium, il faut le faire baisser, etc. Alors, on vous dit d'un côté que la DHEA, c'est la gloire, c'était inventé par personne, la dihydroépiandrostérone, c'est une hormone qu'on peut appeler un peu la mère des hormones, mais DHEA, c'est fait avec du cholestérol. Donc d'un côté, on vous dit ne prenez pas de cholestérol, et de l'autre, on vous dit achetez-vous du DHEA. De même qu'on vous dit mangez du calcium, et en même temps, prenez de la diphénidipine qui bloque le calcium, et qui donc protège les vaisseaux. Enfin, c'est complètement incohérent. Alors, c'est vrai qu'il est fort difficile de rendre un compte-rendu cohérent de quelque chose qui est incohérent. C'est pour ça que notre propos peut être un petit peu décousu. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on développe un sujet qui est gigantesque. On essaye de faire un panorama général montrant que les maladies de l'Occident sont pas liées aux causes qu'on veut bien nous dire, c'est-à-dire des changements de régime, ce qui est, comme on l'a vu, un argument grotesque, mais des modifications dans notre alimentation qui, elles, expliquent tout. Ce qui est mauvais, en gros, ce qui est mauvais, c'est ce qui est moderne. Rudin, il dit, si vous voulez vivre vieux, vous vivez comme vivaient vos ancêtres. Parce que le problème des aliments, c'est que dans le temps, les gens, ils allaient chercher leur lait tous les matins et ils allaient faire presser l'huile quand ils en avaient besoin. Rudin disait accessoirement, ils allaient chercher leur lait, ils faisaient 2 km à pied pour aller chercher leur lait et 2 km à pied pour revenir. Maintenant, ils montent dans la voiture, ils vont acheter la brique de lait mort, et ils rentrent en voiture, ils se collent devant la télé, ils boivent la brique de lait mort. Évidemment, il y a un ensemble de choses qui provoquent quand on regarde les 250 caisses des colossaux supermarchés qui n'existent qu'en France et qu'on voit ce qui sort dans les brouettes, là, dans les caddies, c'est terrifiant. Il y a une dimension, il y a une dimension métaphysique, ou préternaturelle espèce d'empoisonnement général. Il est évident qu'il y a quand même une espèce d'empoisonnement général. La montée
incroyable des cancers du sein, par exemple. C'est quelque chose qui aussi était... Alors on vous dit, mais les médecins d'avant ne savaient pas diagnostiquer. Rudin répond, it's diagnosis baby stuff. C'est un diagnostic, c'est un truc de bébé, le cancer du sein. Non, c'est pas... C'est lié, là aussi, on peut avoir des courbes comme cette extraordinaire observation en Norvège. Pendant la guerre, les Allemands ont piqué toute la margarine de Norvège pour envoyer sur le front de l'Est. C'est magnifique cette histoire. Et bien, pendant 2 ans, les taux des maladies cardiovasculaires, mentales, les arthrites et machins, et les cancers ont baissé en Norvège d'une façon extraordinaire. Et là, les courbes sont présentes parce que c'est très bien tenu dans ces pays nordiques. Et ensuite, quand ils ont pu refaire de la bonne margarine bien grasse, eh ben c'est reparti. C'est reparti comme en 14. Et c'est reparti avec qu'est-ce qu'on a trouvé comme traitement ? Des médicaments qui font baisser le cholestérol et qui ont une efficacité absolument pas prouvée, et des pontages orthocoronariens dont on sait que la majorité se bouche au bout de 3 semaines. Mais il y a quand même des aspects extrêmement positifs dans la médecine moderne. Je pense à 2 choses dont on nous parle aujourd'hui beaucoup. La médecine génétique. On a des résultats formidables, non ? Je n'avais pas l'air convaincu. Moi, j'entends. Je me souviens, avant même de passer l'externat, et je lisais dans une revue médicale qui n'existe plus, médecine praticienne, quelque chose comme ça, pronostic pour dans 20 ans. Donc on était en 63, pronostic c'était 95% des cancers guéris, les maladies génétiques vaincues grâce au clonage, au machin, au truc, etc. Et ceci, c'était un couplet qui revenait tout le temps. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul cas. De temps en temps, il y a une équipe qui prétend avoir réussi à introduire un gène pour modifier. Pour l'instant, le résultat est nul. Comme le gain de longévité dans les cancers. Les chiffres que j'avance, c'est pas moi qui ai les mesurer, mais c'est des autorités, parce que c'est très difficile d'avoir la vérité dans les sciences. Très difficile. Surtout que très souvent, maintenant, dans les expérimentations, on ne va pas jusqu'au bout. On fixe des endpoints. Les types fixent arbitrairement une limite, comme dans l'expérimentation finlandaise sur la lovastatine, parce que quand vous fixez des limites, vous arrivez toujours à sortir quelque chose du point de vue statistique. En réalité, pour l'instant, la génétique n'a donné aucun résultat. Tout ce qui a donné des résultats, finalement, les grandes découvertes qui sont peut-être les plus puissantes et les plus heureuses, qui sont les médicaments du système nerveux central et de la dépression, qui est une maladie épouvantable, c'est des découvertes liées au hasard. Les tranquillisants, c'est des colorants, découverts chez Roche, et ainsi de suite. Le largactyle, le seul qui a eu un raisonnement logique et intelligent, c'est le professeur Laborit, avec le bleu de méthylène. Voilà, jamais été reconnu en France et qui est à l'origine de toute la pharmacologie. Rappelez quand même l'histoire du bleu de méthylène parce que c'est. Le premier médicament d'où vient le largactyle, c'est un antihistaminique qui est le Phénergan, la limémazine. Et le Phénergan a une structure qui vient du bleu de méthylène. Or, le bleu de méthylène a été fabriqué, synthétisé par Ehrlich, je crois, si je me souviens bien, c'est ça, un Allemand. Et quand il a synthétisé, il a dit cette molécule, si on la transforme un peu, elle devrait être utile pour traiter les maladies mentales. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Donc il le savait dès le départ. Il le savait. Il savait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était susceptible, et il a fallu des années. Et cette découverte d'ailleurs a été spoliée parce que d'autres gens se sont attribués l'honneur de la découverte, et finalement personne n'a jamais eu le prix Nobel, alors que je sais que certains se sont opposés violemment à ce que Laborit ait eu le prix Nobel. Ça change rien, mais enfin c'est quand même pas. Alors il y a un autre aspect quand même. Bon, vous avez écarté la médecine génétique, mais c'est pas que je l'écarte pas. Dans le résultat, par rapport au RAFU, quand on voit les malades souffrant de cancer ou de dépression nerveuse grave, etc. On sait tout sur les gènes de la dépression, ça change strictement rien sur le traitement. Il reste aussi difficile. Il y a quand même un autre aspect, c'est l'aspect de la durée de vie, l'espérance de vie, la longévité, parce que quand on lit un peu les journaux féminins, on voit que les femmes les gens vivaient jusqu'à 38 ans à peu près au 19e siècle, la moyenne d'âge. J'ai lu un truc génial là-dessus, c'est justement un statisticien qui dit, d'après les statistiques, sous Louis XIV, on mourait à 25 ans et ensuite on se mariait à 34 ans. Ce qui est excellent. Et c'est vrai en plus. Oui, alors c'est tout truqué, parce que quand vous prenez les chiffres authentiques, c'est-à-dire la survie
en ne tenant pas compte de la mortalité infantile. Donc les chiffres étaient signés par Hofer dans un livre que je suis il y a fort longtemps déjà. En 1880, l'expérience de vie, disons, était de 72,3 mois, quoi. Hein. En 1975, elle était de 72,5 mois, ce qui est quand même pas un exploit colossal. En un siècle, on a gagné 2 ans, voilà, 2 mois. 2 mois. Hein. Comme disait l'auteur, il disait c'est quand même pas avec le Space Age Drugs et toute la médecine, c'est tout ce qu'on fait, on a gagné 2 mois. Et dans quelles conditions? Parce que quand même, moi quand j'étais petit à Alger, j'ai jamais vu des emplacements pour infirmes, comme ils appellent les handicapés. Hein. Ça n'existait pas. Maintenant on en voit partout comme aux États-Unis. Pourquoi c'est comme ça? Hein, parce que les gens vieillissent dans des très mauvaises conditions. C'est pas comme les maîtres d'Okinawa qui à 97 ans s'entraînent 8 heures par jour. Hein, si on doit gagner 3 mois au prix de fauteuils roulants, de chaises roulantes et de machins, parce que quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes quand même entouré par ça, tout le temps. Hein. Moi, personnellement, en France, il y en a partout. J'ai jamais vu dans les stations-service de l'autoroute, je n'ai jamais vu les WC occupés par... Dieu merci, d'ailleurs. Dieu merci. C'est vrai que... Beslama. Il y a cette espèce de superstition, de rituel. Il y a un rituel. Alors, c'est entretenu, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a un lobby qui fait beaucoup de bruit en disant il faut installer des systèmes d'accès. Je ne suis pas contre le fait de tenir les handicapés, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez disproportionné à la cause. C'est disproportionné, c'est obsédant, et ça nous fait vivre dans un monde de maladifs. Je me souviens de mon enfance en Algérie, les gens avaient une santé exceptionnelle. Enfin, les maladies qu'on soignait, c'était des maladies tout à fait banales. Hein. Les cas de maladies dégénératives, il n'y en avait pas beaucoup. Et on voyait sur les plages, etc., des gens en pleine santé, avec des belles peaux rayonnantes. Vous voyez, ces signes extérieurs de santé, etc. Bon, et les produits qu'on avait, ils venaient tous du marché. Hein. C'est-à-dire que tous les matins, les mères de famille et les maîtresses de maison allaient faire leurs courses, elles faisaient la cuisine, etc. Bon. Mais vous, en tant que médecin, vous consultez, donc, vous avez des gens qui viennent vous consulter, depuis des années, vous voyez des malades se succéder. Premièrement, est-ce que vous avez constaté qu'il y a ou une amélioration ou une aggravation de l'état moyen de la santé? Il y a une aggravation, c'est indiscutable, et elle est très très difficile. C'est extrêmement difficile quand vous devez tuer un microbe avec des antibiotiques, c'est pas trop difficile. Quand vous devez réparer les conséquences d'années d'erreurs alimentaires ou de médicaments qui ont interféré constamment avec les aliments. Prenons les antacides, par exemple, les médicaments qui bloquent l'acidité gastrique, qui peuvent être utiles sur un temps bref. Mais l'acidité gastrique, c'est fondamental pour la vie humaine. C'est un facteur de longévité essentiel parce que ça contrôle le passage notamment de la vitamine B12 dans le sang. Donc, vous voyez des gens, vous savez plus trop ce qu'il faut faire parce que déjà c'est une tâche presque surhumaine, si vous voulez. Il faut remplacer l'alimentation, il faut essayer d'être aussi complet que possible, mais si on veut être très complet, on a des quantités de substances exagérées. On peut même plus conseiller aux gens de s'alimenter parce que vous n'êtes pas du tout sûr de la quantité de vitamines, comme l'acide folique par exemple dans les salades, parce que les gens ils font 4 récoltes par an. J'ai soigné un monsieur qui avait 250 hectares de salade, il m'a dit je mangerai jamais une de mes salades. Je fais 5 récoltes par an, il n'y a rien dedans. Hein. Alors le résultat c'est que on voit de plus en plus ces manifestations qui sont les troubles des ongles, la fatigue, la sensibilité au stress, la variabilité de la tension artérielle, les troubles du sommeil, les ongles rayés, les pellicules, des troubles digestifs pouvant prendre toutes les formes possibles, les douleurs dans le dos aussi qui touchent surtout les épaules, mais qu'on trouve dans tous les secteurs. Et ça a suivi une courbe vraiment exponentielle. Ça, c'est les peulagres, non? C'est des formes. Toutes ces maladies sont des formes mélangées et complexes de micro-carences qui sont souvent localisées. Parce que la médecine telle qu'on la pratique, elle est grossière. Quand par exemple, on cherche une hyper ou hypothyroïdie, qui n'existe jamais en tant que telle. En général, la thyroïde, elle est dysthyroïdienne, elle a des mélanges. Et le drame, c'est que vous pouvez avoir une hypothyroïdie qui ne touche que, par exemple, 500 000 neurones dans le cerveau. Ça, c'était évident déjà. On pouvait le savoir sur la base des sciences fondamentales, mais j'ai vu récemment, c'est dans le dernier numéro de l'American Journal of Psychiatry, quand on injecte
en intratécal, c'est-à-dire directement dans le cerveau, à travers la dure mère. L'hormone hypothalamique qui déclenche la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Le TRH, on a une sédation de la dépression dans les 5 minutes, voire moins, quoi. Et qu'est-ce qu'ils disent, les chercheurs? Donc c'est-à-dire qu'il y a une carence qui est corrigée et immédiatement parce qu'on a réussi à passer la barrière du cerveau, et que cette carence n'est pas corrigée par l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez beau donner des hormones thyroïdiennes, il n'y a rien qui change. Alors vous vous rendez compte les problèmes qui sont posés quand vous essayez de réparer les cerveaux et les systèmes nerveux en utilisant les substances qui augmentent les forces de guérison. Mais là, quand même, cet exemple que vous venez de nous citer, c'est quand même une démonstration éblouissante des progrès de la médecine, parce que qu'on arrive à faire ça. Ça oui, mais il est évident que moi, j'ai été fasciné par ce qu'on peut faire, surtout pas partout, mais par l'intelligence des expérimentateurs, parce que même si ils n'ont pas, plus souvent, ils ne sont pas guidés parce que finalement, on est dans un système non pas de santé, mais de maladie. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à maintenir la santé, mais on nous apprend à guérir des maladies dont on ne sait même pas si c'est des entités. Vous dites d'ailleurs qu'il n'y a pas une seule faculté de médecine où il y a un cours de bonne santé. Non. Mais non, dans le temps, il y avait un cours de pathologie générale où on nous fourguait un peu de tout. Ça allait depuis le cancer des poules pondeuses à trois bricoles parce qu'il fallait. Et puis la pathologie générale a disparu complètement. Mais l'idée de connaître comment ça marche, c'est-à-dire comment l'énergie est fournie au cerveau, comment le cerveau envoie ses ordres, quels sont les rapports avec les intestins, etc., ça, personne ne connaît. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas la moindre idée. Si on demandait à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, c'est une définition. J'ai lu énormément de choses là-dessus parce que les anglo-saxons aiment bien réfléchir là-dessus. La question est extrêmement difficile. Finalement, ils disent est en bonne santé celui qui ne va pas voir un médecin. C'est le seul cut-off point, la seule règle empirique. Ou d'autres disent, un autre disait la santé c'est comme le capot des Rolls, c'est fermé, plombé, il faut jamais aller regarder dedans, quoi. Quand ça va pas, on appelle un gars qui arrive, voilà. Mais on n'apprend pas, on est dans un système, de maladie en fait. Donc la prévention est impossible. Ça veut dire quoi prévenir? Si tout ce qu'on a, c'est des médicaments qui esquintent le cholestérol et qui empêchent vaguement les artères de se contracter, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tous les enfants de 12 ans à la lovastatine pendant des années. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et la situation, on peut arriver quand même à soulager, etc. Mais c'est extrêmement difficile, c'est très très dur. Ça nécessite un niveau de connaissance que moi-même j'estime ne pas avoir, et qu'il faudrait avoir 3 doctorats, etc. Et puis le mieux, c'est que humainement, c'est pas rattrapable si on nous rend pas une alimentation correcte et une air correct et une eau correcte. Il est clair que la tâche médicale devient surhumaine. On peut arriver, c'est vrai, à faire des jolis coups parce que en particulier les troubles du fer sont gigantesques dans cette époque. Tout le monde le sait dans les revues professionnelles, personne n'en parle jamais. Alors, de temps en temps, parce que vous n'êtes jamais sûr en plus que l'organisme va accepter qu'on le corrige, de temps en temps vous avez des résultats extraordinaires et puis d'autres fois, c'est l'échec complet parce que c'est difficile et puis qu'on ne peut pas s'opposer tout le temps à l'ensemble de la corporation, Alors, on n'a évidemment pas fait le tour de la question, on n'a pas abordé le quart des questions qu'on voulait aborder ce soir, mais vous reviendrez. Vous voulez bien revenir parce que je crois que les auditeurs Beaucoup d'auditeurs demandent si on peut vous joindre, si on peut vous consulter. Oui, mais je voudrais pas. Je suis pas venu là pour ça. C'est bien clair, ça a été dit dès le début. Je crois qu'il y a un truc en France qui s'appelle le Minitel. Ou des annuaires, des choses comme ça. Les annuaires du téléphone, ou même les renseignements téléphoniques. Je voudrais bien être clair, J'ai fait un exposé aussi honnête que possible sur ce que je connais sur ces choses-là. C'est pas pour dire que je suis capable de traiter n'importe quoi, loin de là, au contraire. J'estime que c'est extrêmement difficile, que j'ai choisi une voie difficile il faut pas que les gens qui nous écoutent changent leur traitement ou leur médecin ou des choses comme ça, pas du tout, plutôt leur alimentation. Oui, mais ils sont inquiets. Moi aussi, Merci François Plantet.